Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la fête nationale en Gambie, une célébration marquée par la traditionnelle parade militaire. L'occasion pour le président Adama Barrow de faire un point sur les avancées réalisées dans le pays. 74 milliards de dollars, c'est la somme que l'Afrique pourrait dépenser cette année au titre du service de la dette, une dépense qui pourrait freiner la croissance du continent. Et puis le mécontentement des éleveurs en Afrique de l'Ouest. Ils se sont réunis au Sénégal pour peaufiner leur plaidoyer en vue de protéger la filière laitière locale. En cause, une concurrence jugée déloyale face au lait importé. Mais tout d'abord, clôture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Éthiopie. Une trentaine de dirigeants étaient réunis ces 17 et 18 février à Addis-Abeba pour faire le point sur des sujets épineux. Coup d'État, guerre au Soudan ou encore crise politique au Sénégal étaient notamment au programme. Point phare de cette 37e session, un changement à la tête de l'UA. C'est désormais le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui assure la présidence tournante. La situation en République démocratique du Congo a aussi été scrutée de près. Elle a notamment fait l'objet d'un mini-sommet tenu ce 16 février. Un rendez-vous où les participants ont tenté d'établir un dialogue constructif et réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce sommet a aussi été marqué par de vives tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. Au cœur de cette affaire, un accord conclu entre les autorités éthiopiennes et le Somaliland, un État qui s'est proclamé indépendant en 1991 et non reconnu par la communauté internationale. Ce 18 février était un jour de fête en Gambie. Le pays célébrait le 59e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, militaires et civils ont paradé à Banjul sous les yeux du président Adama Barrow. Le chef de l'État qui a par ailleurs salué dans son discours les avancées socio-économiques de son pays, notamment en matière d'infrastructures. Les précisions de Nathalie Mo. La célébration de la 59e édition de la Fête nationale de la République de Gambie a eu lieu le 18 février 2024. La place McCarthy Square de Banjul, la capitale, a accueilli la parade militaire et civile présidée par le chef de l'État Adama Barrow. Une occasion de saluer les avancées démocratiques, la stabilité politique et la paix qui ont consolidé la cohésion sociale dans le pays depuis 2017. Un an après la crise post-électorale et constitutionnelle qui ont marqué l'arrivée au pouvoir du président gambien. En fait, les succès que nous avons constatés depuis que j'ai pris la présidence il y a 7 ans sont phénoménaux, tangibles et indéniables. Nos réalisations socio-économiques, notamment en matière de développement des infrastructures, sont physiquement visibles dans tous les secteurs, régions, communautés et divisions démographiques. Le président Adama Barrow a salué le comité d'organisation du 59e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Pour lui, cette commémoration n'est pas seulement destinée à honorer les héros des luttes anticolonialistes, mais elle sert aussi à réveiller la conscience collective sur les objectifs de développement du pays. Par ailleurs, il a appelé la population à s'approprier les recommandations du dialogue national sur la sécurité souveraine, la migration irrégulière et la préservation des ressources du pays, tenu le 12 février 2024. Les politiques, programmes et projets sectoriels, les cadres juridiques et la prestation de services sont élaborés de manière transparente pour la participation et le contrôle du public. Chaque citoyen et ami de la Gambie a donc la possibilité de faire partie du processus et nous encourageons tout le monde à s'y joindre. En dehors de la capitale gambienne Banjul, des événements, notamment des cultes œcuméniques, ont été organisés à l'occasion de la fête nationale à l'intérieur du pays. Une participation massive des jeunes a été observée par le président Adama Barrow. Le chef de l'État a pris l'engagement d'améliorer l'accès à un système éducatif plus moderne en Gambie, où plus de 30% des 15 à 24 ans sont au chômage, faute de qualifications professionnelles pertinentes. Dans l'actualité également, la situation humanitaire s'aggrave pour les réfugiés soudanais au Tchad.
Alors que la guerre fait toujours rage au Soudan, leur nombre ne cesse d'augmenter. L'Organisation internationale pour les migrations estime que près de 700 000 Soudanais ont fui les violences. Jan Egeland, le secrétaire général de l'organisation Norwegian Refugee Council, s'est rendu à leur chevet. Selon lui, il s'agit de la pire crise humanitaire du monde et cet afflux important complique l'aide humanitaire. En novembre dernier, le Programme alimentaire mondial avait tiré la sonnette d'alarme. L'agence onusienne avait indiqué qu'elle serait contrainte de suspendre son aide en raison d'un manque de fonds. Le Tchad, débordé par la situation, a récemment décrété l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Et alors que l'espoir d'un retour à la paix semble encore loin au Soudan, le pape François a lancé un appel aux belligérants. Il appelle à la fin des hostilités. Et malgré ces défis, l'aide humanitaire se poursuit au Tchad. 9350 ménages de la province du Mandoul ont bénéficié de transferts monétaires qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie. Des transferts possibles grâce au PARCA, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil soutenu par la Banque mondiale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Joël Balou. Au Tchad, pour faire face à l'extrême pauvreté des réfugiés et des communautés hôtes, le gouvernement et ses partenaires ont lancé ce mercredi 14 février 2024 dans la province de Mandoul, au sud du pays, un transfert monétaire trimestriel de 45 000 francs CFA au profit de 9 350 ménages. L'objectif de ce programme Filets sociaux est de permettre aux réfugiés et aux populations d'exercer les activités génératrices de revenus et de contribuer au développement de l'économie locale. Une assistance qui intervient alors que les aides humanitaires au profit des réfugiés se font de plus en plus rares. Cet argent est destiné aux ménages pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus, pour leur permettre d'amener leurs enfants à l'école, pour leur permettre d'acheter des habits, pour leur permettre d'acheter aussi à manger avec. Donc vous voyez un peu 9 350 ménages, si vous le multipliez par 45 000, c'est à peu près 400 millions qui vont être aujourd'hui, déjà à partir d'aujourd'hui, vont commencer à circuler dans le département. Donc ça permettra aussi aux hommes d'affaires, à ceux qui font les affaires ici, d'avoir en face d'eux des gens qui ont le pouvoir d'achat, des gens qui peuvent acheter leurs produits. Donc c'est comme ça que nous allons soutenir cette économie à la base. Les réfugiés et les communautés hôtes bénéficiaires de ce programme de filets sociaux ont déjà reçu par le passé chacun un téléphone pour percevoir leurs fonds via le Mobile Money. Ils ont été aussi formés à l'entrepreneuriat par le programme d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Une assistance sociale saluée par les bénéficiaires qui ont déjà en tête chacun un projet d'investissement. Je suis une fille et mère et ma situation était difficile dans le camp. Heureusement que le gouvernement du Tchad, à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, a pensé à nous avec cette assistance monétaire. Avec cette aide, je compte faire des activités génératrices de revenus qui permettront de payer la scolarité de mes enfants et de les nourrir. Bientôt, nous aurons aussi un centre de santé dans le camp. Que Dieu les bénisse. Le programme de filets sociaux, initié par le gouvernement à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, a reçu un accompagnement technique et financier des partenaires, notamment la Banque mondiale. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 1,5 million de personnes en déplacement forcé, dont plus de 1,1 million de réfugiés venus des pays voisins. Les perspectives économiques sont encourageantes pour l'Afrique. Cette année, la croissance du PIB réel du continent devrait s'établir en moyenne à 3,8%, d'après un rapport de la Banque africaine de développement. Une croissance qui pourrait néanmoins être freinée par le poids de la dette. Toujours selon la BAD, le continent devrait dépenser 74 milliards de dollars au titre du service de la dette en 2024. Philoméntine. Alors que la croissance du produit intérieur brut du PIB réel du continent africain devrait s'établir en moyenne à 3,8% en 2024 et 4,2% en 2025 selon la Banque africaine de développement BAD, la dette croissante pourrait entraver les perspectives de croissance à long terme. En 2024, l'Afrique se retrouve face à un fardeau financier considérable car il est estimé qu'elle devrait allouer environ 74 milliards de dollars à la gestion de sa dette. En outre, 40 milliards de dollars, soit 54% du service total de la dette africaine en 2024, sont dus à des créanciers privés selon la BAD.
Les économies africaines ne sont pas plombées par la dette, mais elles sont plutôt étouffées par le service de la dette. Ceci vient du fait que l'endettement était fait sur des bases très spéculatives qui rendent le service de la dette difficile parce que les économies africaines n'ont pas développé autant de ressources pour être capables de faire face de façon équitable à l'endettement. La BAD indique que les dépenses considérables du service de la dette africaine absorbent une part significative des budgets alloués à des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Entre 2010 et 2019, les dépenses publiques moyennes dans l'éducation et la santé en Afrique étaient respectivement de 3,6% du PIB et 1,8%, des niveaux bien en-dessous de la moyenne mondiale et des objectifs de l'Union africaine. Les économies dans le cadre de l'Union africaine devraient non seulement négocier un rééchelonnement, mais négocier aussi des moratoires qui pourraient être greffés sur des opérations commerciales. Sinon, demander à des économies de payer 74 milliards, c'est sacrifier des écoles, des centres de santé, des routes et toute autre infrastructure inhérente au développement fondamental. Des réformes structurelles, une gestion fiscale responsable et des initiatives de refinancement de la dette sont essentielles pour libérer l'espace budgétaire nécessaire à des investissements productifs sur le continent selon les institutions financières africaines. Au Sénégal, des organisations d'éleveurs d'Afrique de l'Ouest se sont mobilisées pour protéger l'industrie laitière locale. À Thiès, ils ont affiné leur plaidoyer pour faire face à la concurrence du lait importé. Dans le cas du Sénégal, 90% du lait vendu est importé sous forme de poudre et paradoxalement, il est moins taxé que le lait produit localement. Les explications dans ce reportage de Cher Omar Kamara. Au Sénégal, des organisations d'éleveurs ouest-africains se sont réunies le 16 février à Thiès pour peaufiner une stratégie de plaidoyer. Cette réunion avait pour objectif de protéger la filière laitière locale confrontée à une concurrence jugée déloyale des poudres de lait importées à moindre coût. Au cours de cette rencontre, les organisations pastorales ont mis en place un cadre destiné à mener un plaidoyer efficace pour défendre les intérêts des éleveurs et préserver la production laitière régionale. Cette initiative démontre l'engagement et la détermination des éleveurs ouest-africains à faire face aux défis actuels et à assurer un avenir durable pour leur industrie. Nous allons à partir de ça mettre en place une stratégie qui nous permettra d'ici la fin de l'année de mener beaucoup de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des décideurs, même auprès des consommateurs pour qu'ils consomment le lait local et pour en tout cas au profit de nos populations. La situation avec le lait en poudre, parce qu'il est importé, il est faiblement taxé et donc le coût est bas par rapport à nos productions. Ce qui laisse donc nos éleveurs qui ne bénéficient pas du marché, de la manne qu'offre le marché laitier. Par ailleurs, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et dans les savanes, APES, une organisation de droit burkinabé, a déclaré que le tarif extérieur commun TEC imposé par la CEDEAO n'assure pas la protection de l'industrie laitière locale. Ces produits importés sont vendus à des prix jusqu'à 30 voire 50% moins chers que le lait produit localement, ce qui entrave le développement d'une industrie laitière locale forte et durable. On a des outils en ce sens que la tarification au niveau de la CEDEAO, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun de la CEDEAO, actuellement ne protège pas la filière lait locale. En ce sens que les importations de poudre de lait passent dans la bande de 5% de taxation. Ce qui fait que, qu'est-ce que les industriels font? Ils amènent du lait en poudre en vrac et ils le reconditionnent sur le territoire africain dans les petits sachets. Donc ça passe sans grande taxe au niveau de la douane. Donc ça fait que vraiment ça entre et ça déstructure la filière lait local. La filière lait local est essentielle pour la survie de plus de 48 millions de producteurs et la création de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes dans la région. Au Sénégal, le plan d'action lait du gouvernement envisage une production additionnelle de 132,3 millions de litres de lait frais local d'ici 2025, créant ainsi 35 000 emplois.
Il a été élu meilleur buteur de la CAN 2023. L'attaquant équato-guinéen Emilio Nsue Lopez s'est exprimé le 15 février sur sa suspension de la sélection nationale. Une suspension justifiée, je cite, par plusieurs épisodes d'indiscipline grave selon sa fédération. Sur les réseaux sociaux, le joueur a contre-attaqué en dénonçant une industrie du football minée par la corruption dans son pays. Son exclusion est par ailleurs contestée par ses coéquipiers qui appellent la fédération à revenir sur sa décision. Joël Ballot. Document en main, l'attaquant équato-guinéen Emilio Nsue clame son innocence. Le soulier d'or africain de la CAN 2023 justifie son exclusion de la sélection nationale. Selon la vidéo parue le 15 février 2024 sur son compte Instagram, l'attaquant vedette du Salon national, accusé d'indiscipline et d'atteinte à la réputation et à l'image de l'équipe nationale et de la Guinée équatoriale durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire par la Fédération guinéenne de football, serait l'une des victimes d'un système accusé de corruption et de détournement de primes datant de plusieurs années. Notre sélectionneur, un des meilleurs d'Afrique, est menacé continuellement et victime de chantage. Ils veulent diviser le groupe. Un des kinésithérapeutes est un mouchard. Moi, ils m'ont humilié à un Mondovision. Ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la CAN au Cameroun. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire parce qu'ils le veulent. L'argent qu'ils nous doivent, on ne l'a jamais vu. Après la sortie de l'attaquant Emilio Nsue, c'est au tour de la sélection nationale. Le 16 février, les joueurs du Salon national se sont soulevés contre le retrait de leurs coéquipiers. Dans une lettre co-signée par plusieurs membres de l'équipe, ces derniers demandent à la fédération de revenir sur sa décision. Les joueurs et le staff technique dénoncent également la disparition de la prime de 800 000 $ que devaient se partager joueurs et staff, soit environ 25 000 $ par personne. Nous tenons à remercier tous les Équato-Guinéens du monde entier pour leur soutien. Nous avons fait de notre mieux pour vous rendre fiers et heureux et nous sommes certains qu'ensemble, nous continuerons à jouir d'un bel avenir. Pour rappel, en plus de Emilio Nsue, Ivan Salvador, qui aurait été impliqué dans un incident à Abidjan, a également été suspendu de toute activité liée à l'équipe nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.